Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux ce matin pour cet échange qui s'annonce passionnant. Merci beaucoup aussi à VO pour son invitation. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous aujourd'hui. C'est la première fois que je participe à une AG VO et c'est vraiment très sympathique. Et merci également à mes trois panélistes que je vais accueillir et laisser parler dans un instant, bien sûr. Mais déjà, permettez-moi tout d'abord de me présenter quand même et puis de poser le cadre de notre échange. Donc moi, je suis Sophie Girieux, je suis consultante chez Hexacom depuis 10 ans. Hexacom, c'est un cabinet d'études et de conseil indépendant qui a été fondé il y a une trentaine d'années par Éric Lavocat et qui compte aujourd'hui 5 consultantes et consultants. Donc c'est un cabinet qui accompagne les cinémas dans tous leurs projets d'équipement cinématographique et de développement et qui accompagne en particulier les cinémas indépendants, des cinémas qui sont bien souvent soutenus, qui sont bien souvent même parfois gérés en direct par des collectivités, qui sont bien souvent classés à RSC, c'est-à-dire autrement dit, ce sont des cinémas de proximité. Donc proximité, le mot-clé est lâché, mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle de cinéma de proximité ? Alors, je n'ai pas de définition exacte à vous donner, mais quand même, on trouve quelques indications dans cet excellent ouvrage que vous devez connaître, ce guide de la DRC, co-rédigé par Hexacom, j'en profite pour le signaler. Et dans ce guide, on trouve, pas une définition, donc, mais les points clés, les caractéristiques clés de ce qu'est un cinéma de proximité, 5 caractéristiques. Évidemment, pour commencer, la proximité. Une proximité, bien sûr, géographique. C'est un cinéma qui est aisément accessible en transport en commun, à pied, à vélo, pour lequel on n'est pas forcément obligé de prendre sa voiture, mais proximité aussi dans la relation entre le cinéma et les spectateurs. C'est des cinémas qui bien souvent éditent des programmes papier et on sait à quel point en fait c'est important ce lien-là aussi, qui diffusent des newsletters, qui animent aussi des réseaux sociaux. Et puis une proximité dans les salles elles-mêmes. C'est des cinémas où il y a une équipe qui est présente, où il y a du personnel qui répond aux questions du public, où il n'y a pas seulement une borne automatique de distribution de tickets. C'est aussi bien sûr, ce sont des cinémas qui font la part belle à la diversité de la programmation. On sait bien que grâce à leur programmation mixte, qui ménage à la fois une part de séances grand public généralistes et de séances RSC, ce sont des cinémas qui vraiment assurent une offre riche et diversifiée de films, aussi bien des films américains, que ce soit des blockbusters, des films indépendants, des films français au grand public, des films RSC, des films du cinéma du monde, etc. Des films jeunes publics aussi, évidemment. Justement, le jeune public, on y vient avec ce troisième axe fondamental qui est l'éducation aux images. On a déjà pas mal parlé parce qu'on sait qu'aujourd'hui, elle est quand même mise à mal par malheureusement de nombreuses évolutions et réformes en cours. Mais il n'empêche que ce sont des cinémas qui se battent pour conserver les dispositifs scolaires notamment, mais au-delà des dispositifs scolaires, pendant les temps aussi de week-end et de vacances, qui organisent beaucoup de choses pour le jeune public, qu'il s'agisse de ciné-goûter, de ciné-contes, d'ateliers de découverte, etc., qui ont souvent une programmation jeune public bien identifiée aussi au sein de leur programmation. Donc c'est aussi quelque chose de très important. Et en parlant jeune public, on parle des publics en général. Les cinémas de proximité, ils veillent et ils permettent ce brassage des publics, puisque le cinéma, on sait que c'est le loisir culturel le plus populaire en France. Et c'est notamment dans les cinémas de proximité que ça se retrouve, puisqu'on voit que tout type de public s'y croise. Des cinéphiles, des étudiants, des familles, des seniors, du jeune public, des personnes en situation de handicap. Voilà, ce sont des cinémas qui ne laissent personne de côté. Et enfin, ce sont des cinémas aussi qui se caractérisent par le soutien important dont ils bénéficient de la part des collectivités locales. On sait bien que bien souvent, ces cinémas bénéficient de subventions à l'investissement, des subventions de fonctionnement, mais aussi par des aides en nature. Le fait de pouvoir mettre à disposition du personnel pour le ménage, par exemple, c'est quelque chose d'important, ou de bénéficier d'un loyer modéré, etc. Il y a plein de façons pour les collectivités de s'impliquer et de soutenir l'action des cinémas de proximité. Alors chez Hexacom, on a eu envie d'aller un peu plus loin et de voir ce que pouvait être, sur la base de ces 5 piliers fondamentaux dont on vient de parler, de voir ce que pouvait être le cinéma de proximité idéal. On a un peu essayé d'aller plus loin, de structurer avec 10. C'est bien, c'est qu'on a réussi à en trouver 10. C'est toujours bien d'avoir les 10 bonnes pratiques des cinémas de proximité. Alors il ne s'agit pas évidemment pour vous de travailler tout ça et d'avoir tout ça, mais c'est montrer toutes les pistes sur lesquelles un cinéma de proximité peut travailler. C'est intéressant parce qu'on voit que ça brasse en fait énormément de thématiques. Alors, la localisation et l'environnement, on y revient bien sûr parce que c'est central. C'est déjà par son implantation que le cinéma de proximité se caractérise, par la cohérence qu'il a avec le lieu dans lequel il est implanté, notamment donc voilà, du fait de permettre de favoriser les modes de déplacement doux, de pouvoir avoir une très bonne desserte de ce point de vue-là. Parfois d'être aussi au sein d'un pôle culturel. Ça peut être le fait que le bâtiment lui-même accueille aussi une médiathèque ou une salle de spectacle, ou que le cinéma lui-même est
polyvalent par une fonction de salle de spectacle, ou qu'à proximité, on retrouve ces types d'équipements vraiment dans un quartier qui va être un peu dédié à l'activité culturelle et de loisirs. C'est un cinéma qui, en tant que tel, bien sûr, est conçu et aménagé dans un souci de développement durable. On sait que ce sont des choses de plus en plus importantes et que la démarche éco-responsable des projets fait partie intégrante aussi du sens du projet. Une éco-responsabilité qui n'empêche pas évidemment le confort et la convivialité du lieu. Les cinémas de proximité ne sont pas du tout des cinémas au rabais, ce sont des cinémas très confortables, souvent avec des équipements qui n'ont rien à envier au multiplex, dans lesquels les gens sont souvent même étonnés de voir à quel point les équipements sont de qualité, pour lequel on peut avoir aussi un lieu de convivialité, un ciné-café, une salle polyvalente qui permet de faire aussi bien des rencontres conviviales après une projection qu'un atelier jeune public. On l'a déjà dit aussi, bien sûr, c'est un cinéma dont l'offre de films assure une grande richesse et une grande diversité, par le fait qu'on ait à la fois une programmation mixte, généraliste et arrêt-essai, qu'on ait aussi des films fragiles, des cinémas du monde, du patrimoine, c'est important, des films de genre, des films jeunes publics. Voilà, c'est un cinéma qui va vraiment permettre à tout un chacun de trouver une offre qui lui plaît. Et justement, j'ai sauté ce point, mais on y revient. En fait, c'est une offre de films qui s'adresse donc à tous les publics, quel que soit leur âge et aussi quel que soit leur budget, puisque l'accessibilité tarifaire du cinéma de proximité, c'est aussi un point très important. Alors, pour accompagner tout ça, c'est aussi bien sûr un cinéma qui met en place un grand nombre d'actions d'animation. On en a déjà parlé, on va beaucoup y revenir parce que ces animations, elles sont aujourd'hui cruciales. Le fait d'avoir des séances accompagnées, c'est vraiment un moteur de la fréquentation. Mais ça demande aussi, c'est très consommateur en temps humain, en personnel formé. Et donc, c'est pas toujours facile de pouvoir mettre en place ces animations. Et je pense que la table ronde y reviendra largement. Les dispositifs scolaires et l'éducation aux images, bien sûr, on en a déjà parlé. C'est un cinéma qui n'oublie pas les publics en situation de handicap, bien sûr, à la fois par les lieux eux-mêmes qui sont accessibles au PMR, par le fait d'avoir des séances aussi accessibles aux personnes en situation de handicap sensoriel, qu'il s'agisse d'handicap visuel ou auditif. Aussi des cinémas qui mettent en place des séances ciné-relax, ça c'est un dispositif très intéressant pour permettre au public handicapé de bénéficier de séances avec d'autres publics, de vraiment pas les mettre à part dans une case, mais d'avoir des séances ouvertes à tout le monde. C'est un dispositif vraiment très chouette. C'est aussi évidemment un cinéma qui est géré, animé par une équipe professionnelle chaleureuse, accueillante. Ça, c'est quelque chose de très important, et notamment pour le public senior. On sait que c'est important d'avoir du personnel dans le cinéma quand on arrive dans le hall d'accueil, quelqu'un qui est là pour vous accueillir. C'est un cinéma évidemment, dont la fonction première et centrale est de projeter des films, bien sûr, mais qui n'a pas peur de s'ouvrir à d'autres formes d'images et même à d'autres formes d'activités. C'est un cinéma dans lequel on peut accueillir, par exemple, un tournoi de jeux vidéo, qui peut proposer une animation dans son hall d'accueil, qui peut accueillir des associations qui font leurs réunions dans la cafétéria du cinéma en dehors des heures d'ouverture. Enfin, on voit de plus en plus de choses qui font que le cinéma, il est vraiment ouvert sur la ville, ouvert à ses habitants, ouvert au quartier. Et donc j'y viens, c'est mon dernier point. C'est du fait de son amplitude horaire, bien sûr, on le sait, le cinéma, souvent la dernière enseigne qui s'éteint le soir dans la ville, le seul lieu qui est ouvert le dimanche, qui est ouvert les jours fériés. Donc rien que pour cet aspect-là, c'est vraiment crucial pour les petites villes et les villes moyennes d'avoir ce moteur de la vie culturelle, et les collectivités le perçoivent vraiment comme tel. Et comme elles sont aujourd'hui en quête de redynamisation de leur centre-ville, on va le voir aussi à travers les dispositifs Petites Villes de demain, Action Cœur de Ville, le cinéma là-dedans, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Donc ce cinéma, il a un rôle culturel, il a un rôle social. Et moi, j'aime bien cette notion de service public culturel aussi. Le cinéma remplit ça quelque part. Et c'est pour ça que les collectivités sont désireuses d'accompagner la transformation de ces cinémas et de permettre évidemment leur pérennité et dans des bonnes conditions. D'autant que ça accompagne un mouvement de fond, parce que la demande de proximité, elle est dans le cinéma, elle est partout ailleurs. On voit bien que les gens, aujourd'hui, ils ont envie de pouvoir accéder aux nouveautés rapidement et à proximité de chez eux. On voit bien qu'aujourd'hui, voilà, le modèle du multiplex de zone commerciale, il est en perte de vitesse, c'est très clair. Donc c'est pour ça que les collectivités sont partie prenante très souvent des projets de modernisation et d'extension de ces cinémas de proximité. Nous, chez Hexacom, on accompagne énormément de cinémas de proximité mono-écran qui veulent se doter de 1 ou voire 2 écrans supplémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ces opérations, elles sont bénéfiques aussi à la fréquentation des cinémas eux-mêmes,
On a fait ce petit travail un petit peu de calcul sur un échantillon de salles. On a pris 19 cinémas qui étaient passés de 1 à 2 écrans entre 2012 et 2019 et qui ont pu avoir au moins une année d'exploitation avant la crise sanitaire, puisque évidemment il s'est passé quelque chose en 2020. Au total, il y a eu 29 mono-écrans qui ont ouvert une salle supplémentaire sur la période, mais seulement 19 ont une activité significative pré-Covid pour nous permettre d'évaluer le bénéfice du passage de 1 à 2 écrans. Et on voit qu'en moyenne, on a une augmentation de la fréquentation de 88%. Donc c'est énorme. Pour certains, c'est beaucoup plus modéré, et pour d'autres, ça double ou ça triple. Enfin voilà, le passage de 1 à 2 écrans, on passe en moyenne sur l'échantillon de 23 000 entrées par an à 43 000 entrées par an. Donc c'est très significatif. Donc ces opérations d'extension, elles permettent un développement de la fréquentation. C'est évident, puisqu'avec 2 écrans, vous passez plus de films, votre offre de séance s'étoffe aussi, évidemment. Vous pouvez faire davantage d'animations. Ça veut dire aussi que le lieu lui-même, bien souvent, il va être rénové, voire il va être complètement nouveau si c'est une opération de transfert-extension. Et donc, on a un équipement beaucoup plus attrayant, on a une salle plus confortable, on peut peut-être bénéficier d'un espace nouveau de ciné-café ou d'espace polyvalent de convivialité. Et tout ça, évidemment, contribue à la fréquentation du lieu. Donc voilà, là je vous ai dépeint quelque chose d'assez idyllique, c'est formidable, les cinémas de proximité, ils n'ont plus qu'à faire des super projets et la fréquentation suit, mais on sait bien que les cinémas de proximité sont aussi confrontés à de nombreux enjeux. J'ai mis quelques cercles, j'aurais pu en mettre 15 tellement il y a de sujets, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que voilà, au cœur de vos préoccupations, il y a le public, il y a la fréquentation. Mais il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, des enjeux qui sont souvent multisectoriels. On parle aussi bien d'enjeux de programmation, et ça, on va y venir, d'accès aux films, bien sûr. Il y a évidemment toutes les questions d'écologie, d'environnement qui sont aujourd'hui prises en compte, tant dans la conception des projets que dans leur fonctionnement au quotidien, bien sûr. Des questions financières, évidemment, les coûts de l'énergie, les coûts RH. Et donc, il y a un équilibre budgétaire aussi plus difficile à trouver. Des questions RH aussi d'un point de vue de formation, de recrutement du personnel, les relations avec les collectivités qui sont centrales, et on sait que les collectivités elles-mêmes étant aujourd'hui confrontées à des difficultés économiques, aussi leur soutien peut être remis en question. Évidemment, le cadre réglementaire qui évolue. Là, je parle aussi bien des CDAC qui pourraient un jour évoluer, mais pour qui vous concerne plus directement, évidemment, aussi des aides du CNC qui évoluent. Ça, on l'a vu sur la RSE, on est en train de le voir sur le soutien automatique. Donc, j'ai listé quelques exemples d'enjeux dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Donc, je me suis amusée avec les petits pictos pour montrer qu'à chaque fois, quels enjeux, à quel secteur ils faisaient appel. Mais en fait, on aurait quasiment pu tout mettre à chaque fois, tellement tous les enjeux font appel un peu à tous les domaines. Voilà, coût de l'énergie, je l'ai déjà dit. Décret tertiaire, on va sûrement en parler aussi comme enjeu réglementaire. Éducation aux images. Reconquête du jeune public, les 15-25, bien sûr, aujourd'hui, enjeu majeur. Et bien d'autres sujets dont nous allons discuter maintenant avec mes 3 panélistes que j'appelle à me rejoindre pour poursuivre cette conversation. Non, je vais revenir là-dessus. Donc, Jean-Baptiste David de Studio Canal. Oui, j'allais les nommer, pardon. Je vais les rejoindre. Je profite pour donner les micros. Voilà. Emmanuel Didier, donc chef de projet à la DRC, et Jean Villa, que je ne présente pas. Présente plus, voilà. Bonjour. Un grand merci à vous 3. Ça va ? C'est vrai que j'aurais pu mettre vos noms, donc je redis. Jean Villacomte ne présente plus, évidemment, directeur général des cinémas VO. Jean-Baptiste Davy, directeur des ventes chez Studio Canal. Et Emmanuel Didier, chef de projet développement des publics à la DRC. Alors peut-être pour reprendre un des enjeux majeurs qui a déjà été beaucoup évoqué hier après-midi, mais je pense qu'on n'a pas épuisé le sujet et c'est toujours bien d'avoir des distributeurs qui sont là avec nous pour expliquer aussi leurs pratiques. J'aimerais revenir un peu déjà, Jean-Baptiste, sur l'accès aux films, sur les relations avec les distributeurs, peut-être revenir sur le fait que voilà, pourquoi et de quelle façon les distributeurs ont des demandes d'engagement fortes auprès des cinémas de proximité, ces notions de zone de concurrence, etc. Mais peut-être aussi pour élargir un peu le débat, c'est quoi le cinéma de proximité d'un point de vue d'un distributeur? Comment il travaille ça dans sa stratégie de film? Est-ce que c'est identifié en tant que tel? Avec peut-être l'exemple concret de ce que VO représente pour Studio Canal. Voilà, je te laisse démarrer là-dessus. Vaste sujet, bonjour à tous. Alors évidemment, la salle de proximité, elle est importante puisque aujourd'hui,
En tout cas, nous, en tant que distributeur, on a la chance, en tout cas, par rapport à un line-up qui est extrêmement varié, qu'on a, comme Damien a pu le montrer tout à l'heure, de travailler avec un panel de salles qui est extrêmement large, que ce soit des salles de la grande exploitation, de la petite et de la moyenne, que ce soit des salles évidemment commerciales, généralistes ou arrêt essai. Dans ce grand nombre de salles, en tout cas VO, oui, a un point important, puisque j'ai ressorti les statistiques que je vais vous lire et vous partager. Sur les 2 dernières années, pour Studio Canal, il y a eu 408 000 entrées en 2023 et 338 000 en 2024. La différence est liée au fait qu'on a fait plus d'entrées en 2023 qu'en 2024. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, la part de VO dans les entrées de Studio Canal, elle est restée exactement la même, parce que en 2023, c'était 3,64%, et en 2024, 3,63%. Pour vous donner une idée, en termes d'entrée, ce poids de VO, il est supérieur à Kinépolis et équivalent à Megarama. Donc c'est pour vous dire la force et l'importance que vous avez évidemment dans nos stratégies. Évidemment, comme l'a rappelé Sophie, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que d'un film à l'autre, la stratégie évidemment va pas être la même. Et évidemment, et la sortie et le poids que va avoir VO dans ces sorties-là ne vont pas être le même. Et c'est vrai qu'on a cette exigence, en tout cas, de travailler film par film, et donc du coup de pas dupliquer forcément nos stratégies de sortie, et accepter que parfois, oui, il y a certains films où il y a moins de salles VO sur notre plan de sortie parce qu'il y a moins le public dans vos salles. Par exemple, nous, on a quelques films d'action type les films avec Liam Neeson, où effectivement, il y a moins le public dans vos salles. Et c'est pas grave, j'ai envie de dire, on travaille avec vous très bien sur d'autres films. Et il y a d'autres films où, en revanche, il y a un poids en fait de VO qui est extrêmement important. On l'a vu dans nos succès de l'année dernière. Damien l'a pas cité, mais il y avait La plus précieuse des marchandises, où la VO a un poids extrêmement important. Même un film comme Syntex, qui n'a pas eu un succès énorme, malheureusement, parce qu'il a fait moins de 200 000 entrées, sur ces 200 000 entrées, 6% des entrées, ça venait des salles VO. Donc c'est pour vous dire aussi que voilà, d'un film à l'autre, il y a un poids qui est extrêmement fort. J'ai parlé des entrées, j'ai pas parlé de box-office. En France, on parle beaucoup d'entrées, on parle moins de box-office. Là, en revanche, le poids de VO est un peu moins important que Kinépolis ou Megarama, tout simplement parce qu'il y a des tarifications qui sont différentes, puisqu'en termes de box-office, c'est 2,82% de notre résultat de l'année. Donc, vous voyez, par rapport aux entrées qui, elles, sont à 3,63%. Pourquoi j'en parle ? Parce que, pour que vous compreniez cette discussion-là qu'on a parfois avec vos intermédiaires chez VO, comme l'a dit Victor, ils vous défendent beaucoup. Et c'est pas forcément ils vous défendent vous les salles, et c'est pas les porte-parole des distributeurs. Donc c'est pour ça que quand Emmanuel m'a proposé de participer à cette table ronde, j'ai accepté, parce que comme il y a un intermédiaire entre vous et nous, je trouvais que c'était intéressant aussi de vous parler de ces sujets-là. Pourquoi je parle de la question du prix ? C'est parce que quand évidemment nous on décide d'acheter un film, après pour le sortir, il y a des frais d'édition qui sont évidemment dépensés, qui varient évidemment d'un film à un autre et qui sont liés à un objectif d'entrée. Cet objectif d'entrée, il est aussi lié à un prix moyen qu'on fixe film par film. Et ce prix moyen, il varie d'un film à un autre. Pourquoi ? Parce que il y a un moment, on sait qu'il y a certains films, ou notamment les films jeunes publics, où il y a des tarifs qui sont plus bas, donc on n'aura pas le même prix moyen dans nos budgets que pour un autre gros film. Et cette question du tarif, elle est importante parce que c'est ce qui nous permet parfois, sur des films qui coûtent très cher et pour lesquels il faut beaucoup d'argent pour les sortir, de pouvoir justement mobiliser cet argent pour pouvoir entrer dans nos frais. Damien a parlé de Chien 51. Chien 51, c'est 40 millions d'euros de budget le film, donc ça c'est pas, nous on paye pas 40 millions d'euros pour l'acheter, mais après le groupe Canal, entre Studio Canal et Canal+, a un investissement qui est énorme évidemment dans ce film-là, et donc pour rentrer dans nos frais, oui on va chercher à avoir un prix moyen qui va être le plus fort possible. Pourquoi ? Pour pouvoir effectivement nous permettre déjà de pouvoir rembourser nos frais d'édition. La salle de proximité, elle est très importante, puisque aujourd'hui on a des films
qu'on veut évidemment sortir partout. Et d'un film à l'autre, en tout cas, on va avoir une stratégie qui va être différente. Il y a des films où, effectivement, on va avoir des très grosses sorties, 500, 600 copies, et d'autres où on va avoir des sorties qui sont beaucoup plus mesurées, beaucoup plus limitées. Je prends l'exemple de Je suis toujours là, qui est un film, je n'ai pas regardé les statistiques parce que ça c'était 2025, mais Je suis toujours là, qui est un film d'auteur brésilien de Walter Salles. On a été très heureux parce qu'il a même gagné l'Oscar là, du meilleur film étranger. Ce film-là, il est sorti dans 180 salles en national, mais il a fait plus de 1163, il a été diffusé dans 1163 cinémas au final. Ce qui montre que malgré sa sortie qui a été un peu limitée à la base, en fait, on a vraiment travaillé avec les programmateurs des différentes ententes et les différentes salles de France, avec un vrai travail de circulation, d'accès au film, mais qui a été travaillé aussi en fonction du potentiel que ce film-là pouvait avoir dans chaque salle. Pourquoi ? Parce que c'est un film qu'on a sorti uniquement en VO et qu'il y a certains cinémas où il y a un public VO qui est extensible, notamment dans les grandes agglomérations. Dans des agglomérations qui sont plus petites, ce public VO, il est parfois un peu moins facilement mobilisable pour une sortie nationale, mais avec des super résultats 3-4 semaines plus tard. On y reviendra après dans la discussion, mais il y a une vraie question aussi aujourd'hui dans nos stratégies de sortie sur la communication et l'accès à l'information sur nos films dans la globalité. Je ne sais pas si j'ai déjà répondu à une partie de tes questions. Si, très bien. Peut-être que Jean, en tant qu'exploitant, là-dessus, tu veux apporter ton point de vue sur ces relations avec les distributeurs. Merci Sophie, bonjour à toutes et à tous. Alors, on se rejoint, c'est vrai que j'allais t'interroger justement sur cette notion de chiffre d'affaires. Ça a été évoqué hier par Tom, de manière très transparente, en disant, vous savez, au moment d'arbitrer, nous on regarde aussi la tirelire, et c'est sûr que quand on a un prix moyen à 10 €, c'est pour nous, distributeurs, plus intéressant qu'avec VO, qui est à, je sais pas, tu connais le prix moyen de nos salles à peu près ? Ça dépend, elles sont tellement larges. Si on fait la moyenne, tu vois, on est aux alentours de 6 €, un petit peu en dessous. Ça représente quand même des sommes importantes. Je crois que ce qui est notable, c'est aussi le travail en profondeur. Tu as commencé à l'évoquer, c'est-à-dire que un multiplex va travailler dans la durée parce que de toute façon il a des salles, il va à un moment devoir mettre des films devant sur ses écrans. On n'a pas tout à fait la même approche, c'est-à-dire que quand on prend un film, ça fait l'objet d'un choix, d'une volonté de montrer ce film. Et quand tu as un écran, quelqu'un le disait hier, quand tu as un écran, tu passes ta vie à faire des choix. Et donc, quelque part, quand tu montres un film, c'est que tu l'as choisi, c'est que tu le défends, et il n'est pas là pour prendre de la place, pour remplir une salle. Il est là pour faire avancer un peu notre vision du cinéma. Pour moi, c'est peut-être la chose qui nous différencie le plus de grands circuits qui, à un moment, sont dans des logiques beaucoup plus consuméristes, de dire je mets les films et puis quelque part, je ne fais pas trop le boulot derrière. Attention, je ne généralise pas, on n'est pas non plus dans une vision idéale. On a nous-mêmes des salles qui font moins ça et qui jouent pas complètement le jeu. Un autre point quand même dans ce que tu as évoqué, c'est sur ce travail, à mon avis, de lien entre le distributeur et la salle, c'est la connaissance du public. Je sais que tu es très sensible. Alors, certains vont plutôt nous parler d'un travail en direction des data. Il faut qu'on récupère de la donnée sur nos spectateurs. Je crois que c'est important. Mais on a une autre forme de connaissance de notre public, là aussi intimement liée à cette notion de proximité. C'est-à-dire qu'on les connaît. Voilà, c'est les gens qu'on croise, c'est nos voisins. Accessoirement, on les connaît aussi. Pourquoi ? On les connaît parce qu'on est dans le hall. Tout bêtement, ça commence par là. C'est pas un agent de sécurité qui vient t'accueillir dans notre cinéma. Donc, on discute. Comment vous avez trouvé ce film ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça vous a plu ? Qu'est-ce que vous voyez dans les films à venir qui vous font envie ? Donc, cette dimension sociale, je crois, elle est vraiment importante, et je crois que c'est celle qu'il faut mettre en premier dans la définition de la salle de proximité. Peut-être un tout dernier point ensuite, c'est aussi
tout le travail qu'on fait derrière. L'animation, alors ça peut être de l'animation sur l'instant avec des interventions, avec de l'échange, mais ça peut être aussi un travail sur le temps. Je crois que tu as aussi des films qu'on a travaillé vraiment dans la durée, soit dans le cadre de dispositifs ou en tout cas de séances spéciales. Et je crois que ça aussi, c'est une plus-value. Bien sûr, elle ne va pas se monétiser, ça sera pas financièrement, ce sera faible, mais quelque part dans la notoriété de ton film et dans l'image qu'il va laisser dans la petite histoire du cinéma, ça va jouer aussi. Quelque chose qu'on va travailler. Moi, en ce moment, je vois encore des films qu'on passe qui sont sortis il y a 2-3 ans. Et quelque part, ça contribue à dire, tiens, ce film, il a marqué cette fameuse histoire du cinéma. Merci Jean. Emmanuel, est-ce que, avec le point de vue que la DRC peut avoir aussi par la circulation de copies qu'il organise sur ce sujet, tu veux ajouter quelques mots ? Oui, bien sûr. D'abord, merci à toi pour la présentation et merci à VO pour l'invitation au nom de la DRC que je représente ici même, en sachant que nous avons un deuxième comparse de la DRC dans la salle qui est Adrien Soustre, qui est le correspondant régional sud-ouest qu'un grand nombre d'entre vous connaissez très bien. Donc il est là aussi pour répondre à toutes les questions ou sollicitations concernant la DRC. Je reviens à la question de la circulation et de l'accès au film. Il faut, vous le savez tous et toutes, mais il est toujours bon de le rappeler, que depuis 1983, la DRC œuvre notamment pour la question de l'accès au film dans les territoires et pour la meilleure répartition géographique de l'accès à la culture pour toutes et tous sur les territoires. Ça existe depuis 1983, ça existe toujours aujourd'hui, puisque si on regarde statistiquement les interventions de l'agence en termes d'accès aux films inédits, eh bien sur 2024, on a progressé par rapport à 2023, par rapport à 2022. Bon, par rapport au monde de 2020-2021, on ne revient pas. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 2024, et là je parle sur le territoire national, ça ne concerne pas forcément vos salles et l'entente VO qui fait très bien son travail sur ces questions d'accès aux films, mais sur l'environnement national, ça représente 12 000 programmations sur 2024 pour lesquelles la DRC a pu faire médiation, a pu faire facilitateur auprès des exploitants de certaines ententes et les distributeurs. Sur tout un grand panel de films, 300 films l'année dernière en 2024, donc quand même sur les plus de 700 qui sont sortis, on est sur un panel très large, malgré tout très arrêt essai, à 95% des films et des circulations arrêt essai. Ça veut dire que cette activité de l'accès aux films inédits est toujours une permanence dans les actions au quotidien de la DRC. Et aussi, via le VO, via la collaboration régulière que l'on opère sur ces questions-là. Et on voit dans les chiffres sur 2024, par exemple, que si je ne me trompe pas, on a une équidistance à peu près parfaite entre 1000 programmations qu'on a accompagnées sur les films inédits, en sachant que VO est moteur sur ces questions-là, mais on accompagne, mais aussi 1000 programmations sur les films de répertoire, pour la valorisation de cette offre culturelle dans tous les territoires et auprès de tous les publics. Donc ça, premier point qui me semble important sur notre propre activité nationale, c'est que ces questions d'accès aux films sont toujours importantes, notamment sur notre cœur de cible qui est l'arrêt essai porteur, dont on parlera peut-être plus tard dans ce débat-là, puisque c'est l'essentiel de nos interventions nationales. Et puis aussi, qu'est-ce que ça révèle ? Et là, je rejoins ce que tu disais, Jean, sur la question de proximité. Je pense que ça rejoint aussi quelque chose d'une envie qui est là du public, d'être plus proche de la salle, d'être plus proche des films, d'être plus proche des autres spectateurs. Mais il y a aussi la question des exploitants et exploitantes qui ont aussi une envie d'être plus proches d'une médiation. Alors chez VO, on a cette chance-là, incroyable, formidable, d'avoir ces correspondants VO auprès de toutes les salles qui jouent ce jeu de la médiation, qui joue ce jeu aussi de la convivialité, disons les mots, clairement. Et bien aussi, si tant de salles de cinéma, parce que refus de tel distributeur sur tel accès, viennent nous voir à l'agence, c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire qu'à l'agence, on a cette possibilité d'avoir une vue globale sur tous les films qui sortent, de sentir aussi avec l'exploitant, exploitante, le public, la façon dont la salle se positionne sur les films. Donc c'est-à-dire une petite expertise commune avec les salles et la DRC sur comment on peut travailler les films pour qu'ils rencontrent au mieux leur public. Donc il y a ça aussi, je pense, au-delà des problèmes d'accès aux films dont on parlera, il y a aussi cette question d'une volonté commune du public, mais aussi des salles, de discuter, de parler, de converser autour de ces sujets-là et de ne pas se sentir atomisé, seul dans son coin. Complètement, merci.
Est-ce que dans la salle, il y a des réactions ou des questions? Puisque l'idée, c'est pas du tout qu'on converse qu'entre nous, mais aussi que vous puissiez participer. Non, j'ai pas l'impression. Bon. Ah, si, là-haut. Merci beaucoup. Donc Philippe Etienne de Cinéma Jean-Marie à Aucanville et Cinéma Louis-Mal à Prayssac. Voilà. Je suis très heureux d'ailleurs qu'il y ait cet échange au niveau des accès aux copies. Ce que vous avez souligné, ce qui a été dit hier, notamment par rapport à ces questions de prix moyen. Je trouve que c'est très intéressant. Du coup, ça me fait... je vais vous citer une anecdote. C'était pour la sortie d'Avatar. Que nous avons eu 3 jours avant la rentrée scolaire. Voilà. Et du coup, pour faire patienter les spectateurs, on avait mis sur les réseaux sociaux pourquoi payer plus cher. Voilà, il suffit d'attendre un petit peu. Disney nous a contactés pour nous dire d'enlever ça très vite. Et je comprends. Alors, une question au distributeur, voilà. J'ai regardé là. Donc sur Aucanville, voilà, on est coincé entre un Utopia et puis un Kinépolis, donc très difficile de se positionner, salle de proximité. J'ai regardé le prix Kinépolis, prix moyen avec carte, c'est 9,40 €, quelque chose comme ça. Après ça, le cinéma, disons, qui considère qu'on est le plus concurrent, c'est pas un multiplex, c'est un petit plex, j'appelle ça comme ça. Voilà, il a cette salle et qui nous fait des misères en vous envoyant d'ailleurs des mails pour retarder notre accès aux copies. Et le prix d'entrée est à 9,40 €, quelque chose comme ça. Question pour Disney, Studio Canal, Universal. Si nous faisons un tarif Disney, Studio Canal, Universal, c'est-à-dire qu'on fasse un prix à 15 €. Est-ce qu'on aura le film en sortie? Alors j'aime beaucoup la question et je vous remercie d'avoir posé et avec cet état d'esprit. En fait, il y a plusieurs choses sur l'accès au film déjà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 choses à distinguer. Il y a les zones en concurrence et les zones où il n'y a pas de concurrence. Pour les zones hors concurrence, on en a parlé quand j'étais avec Raphaël en une réunion globale qui a organisé la médiatrice du cinéma justement sur ces questions d'accès au film pour la petite exploitation aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de grosses questions. Il peut y avoir des tensions sur la négociation des séances et tout ça, mais ce n'est pas le sujet principal, on va dire. Depuis le numérique, de toute façon, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. Sur la question des villes à concurrence, effectivement, il y a des tensions qui sont fortes, mais qui ne sont pas liées qu'à la question du prix. Il y a aussi une exposition de séances qui est à mettre sur la table. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes dans une agglomération, alors vous êtes... c'est vrai que Toulouse, il y a énormément de salles entre... effectivement, des salles RS emblématiques sont les Utopia. Il y a à peu près tous les grands opérateurs qui sont présents entre Kinépolis, UGC et Pathé. Plus d'autres salles, même certaines qui sont encore en train de se construire sur l'agglomération, et avec un marché et un gâteau, on va dire, qui est beaucoup moins extensible que ce qu'on pouvait penser peut-être au moment où il y a toutes les CDAC. D'ailleurs, j'en profite pour dire que il y a plusieurs médiations auxquelles on a pu participer, où il y a effectivement des zones de chalandise, où il y a plusieurs cinémas pour une zone qui est considérée pour le public, où effectivement, nous-mêmes, distributeurs, on est dépassés parce qu'on n'a pas, évidemment, on prend jamais part à ce type de discussion, et parfois, vous savez que c'est des guéguerres aussi politiques qu'il peut y avoir entre des villes, entre des communautés d'agglomération, etc., etc. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, dans ces zones-là, en fait, aujourd'hui, il y a des vraies tensions qui sont liées aussi à des expositions de films, de nombre de séances, de nombre de semaines et tout ça. Évidemment, sur le papier, un mono-écran, il ne pourra jamais faire autant de séances qu'un 8, 9 ou 10 écrans. Les questions d'accès au film, elles se posent pour les films sur lesquels nous, on a des gros investissements et des gros engagements
qu'on demande aux salles pour pouvoir aussi effectivement rentrer, nous, dans nos frais, d'avoir des garanties aussi d'exposition, à la fois en nombre de séances et aussi sur la durée. Récemment, honnêtement, on a pu avoir 2 cas sur 2 films un peu différents. Il y avait L'Amour ouf. Pourquoi ? Parce que c'était le plus gros enjeu de l'histoire de Studio Canal sur un film français. Et qu'on avait en plus une question qui était liée à la durée du film. Ça, c'est aussi des choses qui sont hyper importantes parce qu'effectivement, vous travaillez vous-même pas vos grilles de la même manière quand il y a un film qui fait 2h40 et un film qui fait 1h30. Il y avait certaines salles qui voulaient avoir accès au film et qui nous ont dit, et ça a posé aucun problème, on préfère l'avoir plutôt en 3e semaine parce que c'est les vacances, parce que c'est le pont, parce que nous-mêmes on a plus de séances à offrir sur L'Amour ouf à ce moment-là, plutôt que sur une sortie nationale hors vacances où il y a d'autres films à ce moment-là, où le fait d'avoir un film de 2h40 un jeudi soir dans une petite ville de province, ça fait moins d'entrées que le jeudi soir quand le film est en vacances. Et donc, il y avait vraiment eu cette discussion-là. L'autre point de discussion qui arrive assez régulièrement, c'est sur les films jeunes publics. Je sais que Damien m'a dit qu'il y avait quelqu'un dans la salle, je ne sais pas si c'était vous qui avez soulevé le cas sur Paddington hier, donc du coup, j'en profite pour y répondre. La réflexion, par exemple, sur Paddington, dans une agglomération comme Toulouse, mais qui est la même sur Bordeaux et autres, c'est les salles qui sortent le film, y compris quand c'est pas la période des vacances. Et après, qu'est-ce qui se passe au moment où les vacances arrivent ? Évidemment, une salle qui va accepter de sortir un film comme Paddington hors vacances, elle va le sortir avec une exposition forte, parce que nous, c'est un budget de 130 millions d'euros. Et Paddington, c'est un enjeu groupe, même monde, parce que c'est un film qui sort dans toutes nos filiales et tout ça. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une exposition qui soit petite. C'est-à-dire que c'est un film, en plus, dans la période dans laquelle il sort, c'est le gros film familial des vacances. Donc oui, nous, on va être assez offensifs dans nos demandes, à la fois pour que le film y sorte, et puis surtout qu'il y ait des séances qui puissent tenir aussi au moment où les vacances arrivent. Si vous êtes un mono-écran, comme on a eu le cas d'ailleurs avec une salle VO, et qui nous appelle et qui veut sortir le film en 3e semaine au moment où les vacances ont commencé, et qui le passe à 2 séances et qui veut le passer à 2 séances dans la semaine, et qui nous a reproché de ne pas accepter ça, par rapport effectivement à une salle de 5-6 écrans qui, à 20 km, fait 3 séances par jour, oui, ça va créer de la tension. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous, après, on essaye de trouver des solutions par rapport à ça, parce qu'on sait que, effectivement, comme l'a rappelé Sophie avant, et comme vous l'avez dit avant, il y a un public de proximité qui va pas vouloir, dans le cas, par exemple, de Toulouse, aller à Fenouillet, aller à Montaudran, aller je sais pas où. Donc, on cherche à trouver aussi des solutions pour, à la fois, défendre les cinémas qui sortent le film en national, et c'est pas forcément que les circuits, parce que dans l'agglomération de Toulouse, il y a aussi Colomiers, il y a aussi Muret, et tout ça qui sortent ces films-là, et à qui on demande nous aussi des engagements de séance forts. Et donc on réfléchit à comment on peut trouver une solution pour à la fois qu'il y ait la salle de proximité qui accède au film, et de l'autre que les salles qui ont sorti le film en sortie nationale se retrouvent pas tout de suite en concurrence avec des salles qui ont une exposition qui est vraiment très limitée. Donc ce qu'on a fait comme choix, on a regardé les vacances et on a vu que par rapport aux semaines qui tombaient, en fait, la 4e semaine correspondait à la dernière semaine des vacances. Donc ça permettait aux salles justement de proximité, dans cette agglomération-là de Toulouse, d'avoir accès au film, en fait, sur cette 4e semaine, sur les 5 derniers jours de vacances, ce qui permettait aussi, en fait, aux salles qui avaient eu le film en sortie nationale de pouvoir profiter quand même d'une semaine de vacances alors qu'elles avaient tenu le film et qu'elles tenaient encore le film très haut, et aussi aux salles de proximité d'avoir accès au film avant la fin des vacances, parce que le but est évidemment pas que le film sorte dans ces salles-là post-vacances. Alors on en a parlé avec Jean la dernière fois quand on préparait cette réunion, où il m'a dit oui, mais attention, il y a sur certains films, notamment les films jeunes publics, la question des vacances elle est primordiale, et à ce moment-là, en fait, il y a des publics qui nous disent nous,
on veut le voir que s'il passe à cette date-là et pas la semaine d'après. Alors ça, effectivement, ça peut arriver, mais à un moment, on est aussi obligé de trancher. Il y a la big picture et la plus petite picture, quoi. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça, c'est important quand même de comprendre que le distributeur, il n'est pas dans une attitude bête et méchante et tout ça, et qu'avec vos programmateurs, il y a des vraies questions de réflexion, que effectivement le prix moyen c'est important, mais il n'y a pas que le prix moyen. Il y a aussi l'exposition qui va compter, quoi. Voilà. C'est très clair, merci. Tu peux garder le micro parce que... Ah, pardon. Bonjour. Jusqu'à combien de kilomètres estimez-vous que s'étend la zone de concurrence toulousaine? Merci. Alors ça, c'est une question qui est hyper intéressante parce que, en fait, il y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de règles. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je me suis retrouvé en médiation sur l'Amourouf avec une des salles qui est à RSA de Caen, et qui soulevait lors de la médiation qu'il y avait une salle qui est à Douve-la-Délivrante, qui a une vingtaine de kilomètres, vous voyez, de Caen, qui parfois pouvait avoir accès à ces films-là beaucoup plus tôt. Et la question était, oui, mais quelle est la ligne éditoriale de cette salle qui est à Douvres-la-Délivrante et qui a, je crois que c'est 25 minutes en voiture de Caen, et qui est une salle généraliste qui n'a pas du tout une programmation à réessai aussi poussée que peut l'avoir cette salle à réessai de Caen. Donc, pour moi, la zone de chalandise, elle est liée aussi beaucoup en fait à la taille de l'agglomération. Vous voyez, c'est-à-dire qu'effectivement, Toulouse, vous êtes dans quelle salle, par exemple? Alors, nous sommes à Haute-Rive, nous sommes à 35 km de Toulouse. Okay. Nous sommes une salle à RSC. Et jusqu'à présent, j'ai estimé que la zone de chalandise, c'était Muret et la Barthe, par exemple, qui, eux, effectivement, sont avec nous dans l'entente de programmation VO et avec qui on pouvait s'entendre, enfin, voir comment c'est possible. Dernièrement, on nous dit que nous sommes dans la zone de concurrence de Toulouse. Et là, c'est plus du tout la même. Alors, j'aurais pas... Enfin, je sais pas, je pense pas que ça soit avec nous... C'était avec nous que vous aviez eu un problème sur votre truc, non? Pas forcément avec vous, mais avec la plupart des... Ok, non, c'est parce que j'aurais pas... J'ai pas en tête là, mais voilà. Alors, donc pour répondre plus précisément à votre question, voilà, la zone, elle va vraiment dépendre aussi de chaque ville, quoi, vous voyez. Donc c'est un peu difficile de répondre comme ça avec un nombre de kilomètres précis, parce que tout dépend un peu du maillage territorial qu'il peut y avoir. Je prolonge quand même la question de Gisèle, parce que c'est un cas particulier, mais qui, à mon avis, est assez évocateur. C'est les salles les plus proches, ce sont effectivement des salles VO, la Barthe-sur-Lèze et Muret. On dit clairement, je ne sais plus sur quel film c'était, mais on dit clairement aux distributeurs, nous, écoutez, aucun problème, ça reste quand même des bassins de vie qui sont différents. On sait très bien, il peut y avoir des spectateurs d'Haute-Rive qui viennent à Muret, mais honnêtement, quel est le film, je crois que c'était un film jeune public, pendant les vacances, c'est important pour sa survie, parce que ça reste des salles avec des modèles économiques qui sont très fragiles, et même en faisant remonter cette information au distributeur, elle a eu des difficultés d'accès au film. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, je ne sais pas si c'était un nombre de séances qui était insuffisant ou quoi, mais des fois c'est assez surprenant, voilà, je partage ce sentiment, des fois c'est surprenant d'avoir l'impression que le distributeur n'entend pas le retour du terrain, en l'occurrence pour le coup du concurrent qui dit donne le film et finalement ça ne débouche pas. C'est ça qui est des fois un peu surprenant, c'est le mystère de la programmation. Bonjour. Alors, pour revenir sur les enjeux de la salle de proximité, moi, il me semble que on a fait le déroulé là de tout ce qui est super, la convivialité, le lien, etc. On est aussi des salles qui permettent d'avoir une deuxième vie à certains films, notamment à travers les scolaires,
On en fait énormément dans nos salles, bien plus que dans les multiplexes. Alors certes, c'est pas des prix très élevés, c'est pas des grands retours, mais je pense que mis bout à bout, tous les dispositifs et tous les scolaires, c'est finalement pas si mal pour des films qui sont maintenant sur les étagères. Et moi, j'ai un peu l'impression depuis quelque temps que la salle de proximité, en tout cas les spectateurs de la salle de proximité, c'est un peu la deuxième zone. C'est un peu on s'intéresse moins à eux parce qu'en fait, établissement par établissement, on est tout petit. On est 25 000 entrées, 40 000 entrées, 12 000. Et donc, on nous regarde un petit peu... tu peux attendre pour avoir le film parce que tu rapportes pas d'argent, parce que t'as pas beaucoup de spectateurs. Mais en fait, c'est des gens qui veulent aller au cinéma comme les autres, au même moment que les autres. Ce que disait Jean tout à l'heure sur faire des choix, c'est ce qu'on fait au quotidien quand on a un mono-écran. Et il y a tellement de films, tellement de communication, que si on n'a pas le film au bout de 4 semaines, il y en a déjà, il y a déjà 10 autres films qui sont là et qui disent moi je suis super intéressant et j'ai des exemples de films que j'ai pas eu avant la 4e semaine où j'avais des projets d'animation dessus que du coup j'ai pas passé parce que un film en chasse un autre et c'est dommage parce que avec cette logique de nous faire attendre au maximum que les multiplexes aient fait le maximum d'argent sur une sortie, en fait nous on passe pas le film. Voilà. Alors on perd du public, on mécontente des publics fidèles qui attendaient un film et puis qui l'auront pas. On perd de l'argent et on en a aussi besoin, nous, même si on a des activités économiques réduites, mais évidemment on en a besoin. Et en fait, j'ai l'impression qu'au final, personne n'est satisfait parce que la réalité, moi j'en suis persuadée, si on fait 250 entrées sur un film, c'est énorme pour nous. C'est peanuts pour le multiplex à côté. Et en plus, c'est des spectateurs qui n'y seraient pas allés. Donc, moi, je comprends toujours pas cette logique. Parce que, de toute façon, c'est pas les mêmes spectateurs. Moi, je pense que c'est vraiment à la marge des gens qui vont aller au multiplex et qui vont donner plus d'argent plutôt que... Enfin, moi, je pense que c'est des spectateurs qui sont perdus. Voilà. Par rapport à la question du tarif sur les scolaires, je vous le dis, ça c'est absolument pas un sujet en tout cas pour nous parce que les scolaires on en fait sur tous les films, on accepte même avant la sortie nationale. Donc j'ai. Je parlais du catalogue, moi. Je parlais du retour du catalogue. Alors c'est pas forcément vous représentez les distributeurs. Donc je parlais des catalogues de films plus anciens qui reviennent. Alors, pas forcément vous, mais vous représentez les distributeurs. Donc, je parle Moi, je représente Studio Canal, je représente oui, pas mais tous là, les sur cette table ronde, vous êtes quand même le distributeur. Donc, Non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que dans les distributeurs, c'est comme les salles. Il y en a de toute taille avec des différents line-up. Et ce que moi, je dis... c'est en mon nom propre et c'est pas forcément ce que pourraient dire mes collègues qui sont dans la salle. Donc voilà. Mais en tout cas, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous soulevez un point qui est hyper important dont on parle régulièrement avec Jean, c'est la question de l'immédiateté en fait pour voir un film. Ce qu'on s'est aperçu, et c'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion, et je l'ai dit en introduction et je le redis là, il y a une vraie réflexion film par film, c'est-à-dire qu'on ne met pas le même nombre de copies, on ne met pas 500 copies, en tout cas nous sur le canal, on ne met pas 500 copies sur tous nos films, on a une vraie réflexion de combien de copies on met, et aussi en fonction d'un environnement global, c'est-à-dire que par exemple, il y a des films où on sait qu'on pourrait... sans problème. Aujourd'hui, placer des copies, c'est pas le plus difficile. Si vous voulez sortir sur 400 copies, aujourd'hui, c'est pas le problème. La question, c'est quand même plutôt les séances. Ça, c'est encore une donnée. Mais mettre 400 copies pour mettre 400 copies sur un film, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de difficultés. La réflexion, c'est est-ce que ça sert de mettre ou pas ces 400 copies? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous l'avez très bien souligné, il y a énormément de films qui sortent chaque semaine. Et encore, on parle que du cinéma, mais on ne parle pas des jeux vidéo, des contenus sur les plateformes et tout ça. Le spectateur, il est ultra sollicité. Et si vous posez la question à une partie de vos spectateurs et spectatrices, qu'est-ce qui sort la semaine prochaine? Il y en a plein. Je pense qu'il y a un grand panel, en tout cas, de vos spectateurs et spectatrices qui ne sauront pas forcément répondre qu'est-ce qui sort la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la notoriété des films, elle est de plus en plus tardive. Nous-mêmes, distributeurs,
on lance nos éléments marketing de manière plus proche de la sortie. Parce qu'il y a tellement, si vous voulez, de contenu qui arrive en permanence que pour que dans la tête en fait du spectateur il puisse identifier le film, on a décidé en fait qu'il fallait peut-être avoir un temps de communication qui soit à la fois plus court. Et après, pour vous répondre sur la question du public de seconde zone, où là je suis vraiment pas d'accord avec vous, c'est qu'on travaille beaucoup dans nos budgets aussi sur le soutien. Et le soutien, c'est le soutien dans la communication. C'est-à-dire que avant, vous savez, il y avait la grande armada de communication qui était jusqu'au jour de la sortie, puis après, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, justement, on travaille de manière très différente, c'est-à-dire on lance nos éléments plus tard, mais par contre, on accompagne plus longtemps parce que ce qui a changé, en tout cas, de manière fondamentale depuis le Covid, c'est le bouche-à-oreille. Aujourd'hui, pour moi, en tout cas, je suis vraiment convaincu de ça, c'est que le distributeur, il doit créer les conditions d'un bouche-à-oreille, à la fois dans son plan de sortie et à la fois dans ses éléments de communication. C'est le média le plus important. Vous voyez les carrières absolument formidables qu'il y a eu de films à arrêt-essai comme En fanfare, comme Vingt Dieux, comme Suleiman, c'était vraiment grâce au bouche-à-oreille. Ça a été la même chose avec des films beaucoup plus commerciaux comme Monte Cristo et La Mouffe aujourd'hui. Ou comme Simone, Simone avec un effet réseaux sociaux. Exactement. Où on a vu débarquer dans les salles assez longtemps. Finalement, il y avait eu une première vie de ce film, une semaine, 2 semaines, avec peut-être un petit bouche à oreille. Et tout d'un coup, on a vu débarquer des personnes qu'on ne voyait pas. D'ailleurs, ce n'étaient pas nos spectatrices, parce que c'était très féminin, ce n'étaient pas nos spectatrices habituelles. Et on est allé les voir. On a dit, mais pourquoi vous venez voir ce film ? Et effectivement, c'est j'ai entendu quelqu'un en parler sur les réseaux sociaux. Ça change énormément. Ça, c'est énorme comme changement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la question de l'immédiateté d'avoir un film, moi, je ne suis pas aussi tranché que vous. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de spectateurs aussi, ils découvrent au dernier moment que les films sortent. Et donc, le temps qu'ils le découvrent, si vous voulez, le film, il va être peu ou plus du tout à l'affiche. Donc, c'est pour ça que effectivement, quand c'est La Mouffe, on sort de manière très large, on est à 600 copies. Quand c'est des films qui sont plus petits, même un film comme Ni chaîne ni maître, par exemple, qu'on a sorti l'année dernière, on a eu une sortie qui s'est vraiment fait en 3 temps. Le premier temps, c'était les salles ARSL, elles n'avaient pas tellement envie de prendre le film, donc on a fait plutôt les multiplex. Finalement, en voyant que le film avait eu une première vie dans les multiplex, il est arrivé dans les salles ARSL dans un deuxième temps où il a fait une très belle carrière aussi. Et après, la 3e carrière, ça a été grâce aux scolaires, puisqu'il y avait un certain nombre de profs qui ont découvert le film à ce moment-là. Et c'est ce qui a permis d'enclencher en fait une 3e carrière et qui nous a permis de faire 10% de nos entrées juste sur les scolaires, ce qui est énorme à ce niveau-là, quoi. Alors moi, je vous rejoins complètement sur la temporalité, sur le bouche à oreille. Je ne parlais pas du tout de films en sortie nationale, en ce qui me concerne, mais j'estime qu'une 3e semaine, c'est pas mal quand même, parce que là, le bouche à oreille, il a eu le temps. Et puis, comme il y a effectivement d'autres films qui sont déjà venus depuis 3 semaines, il faut bien qu'à un moment donné, on le passe. Donc moi, 3 semaines, ça me semble être un point assez intéressant, parce qu'effectivement, moi, les sorties nationales, presque à la limite, j'ai envie de dire, ça m'intéresse pas. Et j'ai oublié ce que je voulais vous dire d'autre. En tout cas, la question de la 3e ou de la 4e semaine, elle sera jamais, en tout cas, figée. Je vous parle encore en mon petit canal. Pourquoi ? Parce que c'est lié à un environnement global. C'est-à-dire, c'est lié aussi à d'autres sorties, d'autres impératifs qui peuvent être aussi les périodes de vacances, la concurrence, une sortie qui va être vraiment sur la même cible et tout ça. Donc, on va adapter aussi notre stratégie par rapport à oui, mais à par ça. exemple, la plus précieuse des marchandises, qui était, moi, il me semble très adaptée pour un public arrêt-essai, de proximité, on n'a pas pu l'avoir avant la 4e semaine. Et nous, on est passé à côté de ce public-là. Ça, c'est une certitude. Alors, pour la plus précieuse des marchandises, c'est le cas typique en fait d'une sortie qu'on a fait assez réduite avec des gros engagements de salles qu'on a demandé aux salles qui sortaient le film en sortie nationale. Et effectivement, on a ouvert un peu plus tard parce qu'il y avait beaucoup d'autres grosses sorties de films à ASC canois sur la période. Et pour vous dire, par rapport à cette question du bouche à oreille, alors je ne parle pas du cas d'Oziel, mais dans la globalité de l'exploitation, on a eu
des semaines qui ont été très fortes en 5e, voire en 6e semaine. Pourquoi ? Parce que ça tombait pendant les vacances et qu'il y avait certaines salles qui avaient fait le choix d'attendre de passer le film, justement parce que à ce moment-là, dans l'environnement, il y avait le Disney de Noël qui sortait, il y avait Wicked, il y avait d'autres gros films à RSA qui sortaient sur la période. Donc après, je peux comprendre votre frustration, si vous voulez, mais voilà, il y a plein de paramètres, en tout cas, pour cette question du décalé, quoi. J'avais un petit sujet, Jean-Baptiste, toujours sur la communication. Alors, on a bien vu qu'en 20 ans, les choses ont radicalement changé avec l'apparition des réseaux sociaux. Il y a aussi un élément depuis quelques années, c'est que vous pouvez faire de la publicité à la télévision. Nous, ça ne nous plaît pas forcément beaucoup parce que, de manière très directe, ça nous a privés de revenus, de recettes liées à la diffusion de bandes-annonces. Ça, c'est le premier point. Mais toi, de ton point de vue, et puis vraiment avec ta casquette, est-ce que tu as l'impression que cette publicité est rentable ? Est-ce que j'ai l'impression que c'est quand même des budgets qui sont importants ? Est-ce que vous vous y retrouvez ? Alors, c'est une question qui est très intéressante parce que moi-même, à titre personnel, j'ai jamais pu mesurer. En plus, la consommation de télévision, elle a tellement changé aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a effectivement la publicité que vous achetez devant des émissions phares, et ça coûte extrêmement cher, type les The Voice et tout ça en prime time. Et il y a tout ce qui est la publicité qu'on prend sur le replay, qui est une autre forme d'accès qui est un peu plus ciblée d'ailleurs pour ça. Alors nous, ça n'a pas changé d'une manière drastique, en tout cas dans nos budgets, l'arbitrage qu'on a. Nos budgets ne sont pas extensibles, donc on a coupé ailleurs, mais ça n'a pas affecté nos dépenses d'achat cinéma et de trade marketing au global. C'est-à-dire que par rapport en tout cas aux films qu'on a, comme c'est extrêmement cher et surtout comme c'est très cher, si vous voulez, j'allais dire le métrage, mais en tout cas le nombre de secondes qu'on achète à la télé, on peut, quand on fait des spots, ils durent 9-10 secondes, donc c'est pas du tout aussi impactant qu'une bande-annonce qui va faire 60 secondes ou 90 secondes dans une salle. Donc nous, on le perçoit plus comme quelque chose de complémentaire pour travailler de la notoriété, et d'ailleurs on achète très tard en télé. C'est-à-dire que vraiment, c'est la semaine de la sortie en soutien, alors que la bande-annonce, ça peut être 2 semaines, 3 semaines avant, quoi. Par rapport à cette question de la communication, c'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, la réflexion qu'on a, et qui est une réflexion qui est globale, parce que je lisais un article du compte-rendu, vous savez, en ce moment, il y a le gros congrès à Las Vegas des exploitants américains, et le président de la Fédé des exploitants américains, il a dit il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'aujourd'hui, la notoriété de sortie d'un film, elle est à peine à 30%. Et ça, c'est le point global sur lequel il faut que chacun puisse travailler. Et c'est vrai, et je le disais tout à l'heure pour répondre à la personne d'Oziel, la notoriété des films, elle est tellement tardive. Les gens ne savent pas vraiment ce que les films... Alors vous faites un vrai travail de proximité avec vos programmes, avec l'affichage, avec les bandes annonces que vous passez, qui est un travail éditorial et qui est, on va dire, complémentaire de ce que nous, on peut faire comme travail, on va dire, plus national. C'est vrai que je parlais de Big Picture tout à l'heure. Nous, on va être évidemment sur des campagnes qui vont être plus larges, plus, entre guillemets, massives. Et puis vous allez être plus proche de votre public avec les éléments de communication. Alors c'est vrai que nous, on cherche justement comment toucher aussi votre public, parce qu'on sait très bien que aujourd'hui, les grands circuits, ils ont des manières, centralisées au siège, et hop, après, ça descend dans toutes les salles pour pouvoir travailler cette notoriété-là. Nous, on a cherché, et on a travaillé notamment avec VO sur des opérations qu'on a pu faire dans le passé, que ce soit sur Ernest et Célestine ou Petit Vampire, où il y avait une campagne d'avant-première, des dotations exclusives pour vos salles, un matériel dédié. On avait tout créé pour avoir un matériel clé en main, parce qu'on sait que la difficulté aussi des salles de proximité, c'est d'avoir suffisamment de personnes pour pouvoir travailler toute cette communication-là, et que c'est pas du tout la même chose dans les cinémas qui ont beaucoup plus d'écrans. Donc la réflexion en tout cas qu'on a, c'est essayer de trouver des opérations clés en main qu'on vous propose, pour que vous ayez entre guillemets le moins de choses à créer, et que vous puissiez facilement communiquer sur nos films.
On a eu la même réflexion l'année dernière quand, sur la Mourouf, on a essayé de faire une séance spéciale et qui était accessible en fait aux salles de la grande, de la petite et de la moyenne exploitation en même temps le même jour. Il n'y avait eu aucune autre avant-première avant. Avec la retransmission du débat dans vos salles, on a été aussi confronté aux difficultés avec certaines salles de la technologie, qui n'ont pas forcément autant d'équipes de films qui viennent dans leur salle et dans lesquelles cet événement clé en main qu'on a créé, en fait, c'était un événement, quoi. Donc ça, c'était extrêmement important. Merci, parce que justement, je voulais revenir sur cette question de la communication, parce que là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup. Il y a des questions. Pardon. Merci. Je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est sur les conditions d'accès au film, et la deuxième sur les conditions de survie des salles de proximité. Par rapport aux conditions d'accès au film, revenons 4-5 ans en arrière, à la fin de la période des VPF. On se rendait compte à ce moment-là que l'accès au film des salles de proximité, c'était surtout la 5e semaine, puisque un système avait été établi disant qu'il fallait payer un VPF lors des 4 premières semaines, donc les distributeurs donnaient le film aux salles qui rapportent le moins en 5e semaine. La fin de cette période-là a permis d'avancer à la 3e semaine l'accès au film d'un nombre important de salles. Et dans le graphique qu'on a montré hier sur l'accès au film, vous avez vu que la semaine où on a le plus d'accès, c'est la 3e semaine. Si on compare ça à 2017 ou 2018 ou 2019, on avait un graphique qui était complètement décalé de 15 jours. C'est-à-dire que avec ce changement d'économie de la sortie des films, les petites salles ont gagné 2 semaines. Sauf que un certain nombre de circuits importants essayent de revenir sur cet accès au film des salles, et la pression qui s'exerce, notamment chez les distributeurs, c'est de dire, enfin, peut-être pas chez les distributeurs, mais dans les discussions interprofessionnelles au sein de la fédération, type de cinéma au sein de la fédération, c'est qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour faire en sorte que les salles de proximité voient leur sortie reculer. Le système des VPF c'était absolument génial. Ça a bloqué l'accès au film des salles les plus petites. Ce système n'existant plus, ça s'est amélioré, et certains se posent la question, de façon très crue, comment faire pour repousser l'accès au film des salles les plus petites. Donc ça, c'est, je crois, un danger qui est tout à fait d'actualité. La deuxième question, c'est sur les conditions de survie des salles de proximité. À l'intérieur, VO, c'est 260 cinémas. On a une centaine de cinémas qui font moins de 10 000 entrées par an. Et sur ces 100 cinémas qui font moins de 10 000 entrées par an, il y en a 50 qui font moins de 5 000 entrées par an. 5 000 entrées, 5 x 5, 25, c'est 25 000 euros de chiffre d'affaires. Il reste, une fois qu'on a payé les distributeurs et la TSA, il reste 10-12 000 euros. Où est l'économie de ces salles-là? Alors je vais revenir au début de la DRC, puisque j'y ai un peu participé. Il y a eu, dans cette époque de la fin des années 80, une vraie volonté des pouvoirs publics et des collectivités territoriales de faire fonctionner ces cinémas en reconnaissant leur rôle social, leur rôle culturel, leur implantation dans le maillage du territoire. On sent que ces choses-là se délitent aujourd'hui. Et, à mon sens, il y a un vrai risque, alors qu'on n'arrête pas de dire que la France a un réseau de salles tout à fait exceptionnel, de glisser vers une organisation cinématographique qui soit davantage à l'image de ce qu'on peut voir en Allemagne ou dans d'autres pays, c'est-à-dire un cinéma qui n'est plus qu'un cinéma essentiellement urbain, et où petit à petit disparaît ce maillage du territoire. Je pense que c'est, dans les années à venir, un des enjeux majeurs de notre propre existence.
Bonjour. Donc moi je fais partie de tous les cinémas dont on vient parler, Barbezieux. Je voudrais répondre. Je trouve que depuis 2 jours, on oublie aussi autre chose dans nos cinémas de proximité auxquels tout le monde tient, mais qui sont difficiles à faire vivre. Hier matin, nous étions à Bordeaux pour une formation initiée par le CNC qui s'appelle la transition écologique. Et ça, on n'en parle pas, mais s'il y a un endroit, quelque chose qui peut effectivement soutenir cette transition écologique, ce sont bien nos cinémas de proximité. Sinon, on est en contradiction. Si effectivement notre public il doit faire 35 km, payer, enfin voilà, tout le système qui vaut au cours de... Et ça me choque aussi qu'on n'en parle pas. Hier matin, on a passé 3 ou 4 heures dans cette salle avec le CNC. Très, très bonne formation. Très, très intéressante. Et c'est bien nos salles de proximité qui vont permettre à des scolaires de ne pas prendre de bus, etc. Donc ça, je pense aussi qu'il faut en parler, parce que là, on parle beaucoup, effectivement, la programmation, tout ça, on le sait, tout ça, on en parle depuis des années, que c'est difficile. Et il y a ce point-là qui arrive en ce moment. On parle au niveau national, et je trouve que dans ces 2 journées-là, peut-être aussi qu'il faut mettre ça en avant par rapport à nos petites salles. Voilà, merci. Il y a encore une question. Bonjour, Raphaël Vion des Cinéma de 7, Comédia et Nouveau Palace. Moi, je voulais aborder un sujet qui rentre complètement à mon sens dans un appui au cinéma de proximité sur lequel on a une frustration, en tout cas, je pense, sur les villes moyennes et petites. C'est l'accès tout simplement aux équipes de films. On n'a aucune proposition, très très rare, en tout cas trop rare. Et je pense qu'au-delà même de l'aide sur la séance où il pourrait y avoir l'équipe de film, ça aide le film, bien entendu, sur son exploitation dans notre salle. Ça aide aussi à renforcer l'image du cinéma sur la zone. Ça peut aider dans nos relations avec les collectivités, avec les politiques. Et on a vraiment très 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 peu de propositions. Je trouve ça très dommage. Ou alors c'est pour boucher un trou dans une tournée et un peu au dernier moment. Voilà. Et donc on ne peut pas bien travailler. Moi j'ai eu l'anecdote il y a 1 an à peu près. On avait monté, on était content de recevoir un talent de premier ordre. On avait commencé à communiquer et puis 3 semaines avant sa venue, un contact direct avec le distributeur qui me demande la taille de ma plus grande salle. Et quand je lui réponds 180, il me dit « je crois que ça ne va pas être possible, il ne vient pas à moins de 400 places ». Donc c'était très dommage, on a été très très déçus, on a tout rangé notre projet. Mais au-delà de ça, franchement, voilà, je crois que c'est une aide qui nous serait vraiment très très précieuse et sur lequel on a peu de propositions et je crois que c'est dommage. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je voudrais rebondir sur les interventions qu'il y a eu dans la salle et peut-être voir avec Emmanuel sur ces sujets, parce que donc il y a Jean-Pierre qui a soulevé la question de la survie des salles de proximité, et donc on pense au soutien des collectivités qui est indispensable dans ce cas-là, et peut-être parler davantage des relations avec les collectivités qui est essentielle dans la vie des salles de proximité, et le sujet aussi bien sûr la transition écologique, où là aussi la DRC a un point de vue très aiguisé sur le sujet, dans la conception même des projets et dans leur gestion. Donc sur ces 2 points, si tu veux nous dire quelque chose. Oui, la transition est évidente, puisque les 2 dernières questions, en tout cas les 2 premières des dernières questions, étaient intrinsèquement liées aux actions de l'agence. Exactement. On parlait notamment effectivement de 83 et de la création de la DRC. Je le rappelle, et sans redonner les chiffres, la DRC continue à travailler sur l'accès au film aujourd'hui, parfois même dès la sortie nationale, il faut le savoir, sur le territoire national, et sur certains enjeux, à l'exception bien sûr, et c'est le cas depuis l'origine de la DRC, à l'exception effectivement des zones dites à concurrence et des zones complexes qui restent complètement, comme le reste du plan de sortie, à la charge et sous la responsabilité des distributeurs. Par contre, ce qu'on peut dire de point de vue des différents de l'accès au film, c'est qu'au lendemain du Covid, on est toujours dans le Covid parce que la maladie circule toujours, au lendemain des confinements, la DRC a su s'adapter aussi. Souvenez-vous, peut-être, on était sur cette période où beaucoup de nos salles avaient besoin d'un grand nombre de films, notamment des films porteurs, des films de grande dimension. La DRC a réussi à s'adapter, à faire des accès en sortie nationale, en concertation, collaboration avec un grand nombre de distributeurs. Ça a été possible à ce moment-là.
Ce que je veux dire par là, c'est aussi que selon la situation, selon la collaboration, la coordination qu'on peut avoir avec les exploitants, avec les distributeurs, il n'est pas interdit d'imaginer collectivement des moyens de faciliter, des moyens de médiation entre distributeurs et exploitants, aussi à travers le travail qu'on peut faire à la DRC, qui ne chôme pas et qui continue à travailler toutes ces questions-là, qui travaille aussi ces questions de transition écologique dont on parlait là, puisque la formation CNC dont on vient juste de parler est coordonnée notamment par la base Cinéo et la DRC, puisqu'on l'a co-conçue et on va la déployer dans tous les territoires, notamment dans les grandes villes et villes moyennes, puis dans les petites villes sur un phasage sur 2 ans grâce au CNC. Ces questions de transition, elles sont nécessairement, aujourd'hui, elles s'imposent à nous, en tant que citoyens et en tant que filière de tout ça. Si on ne décide pas nous-mêmes, collectivement, de les prendre en charge par nous-mêmes, elles s'imposeront d'elles-mêmes. Donc il vaut mieux prendre l'initiative de ça. D'où cette formation-là, qui, comme vous l'avez suivi, vous avez vu, qui développe certains outils, certaines ressources qui existent aujourd'hui, et qui élabore des pistes pour demain et après-demain sur comment on peut, sur les questions de mobilité, qui sont prégnantes là-dessus, et vous en parliez, 80 à 90% du bilan carbone d'une salle de cinéma, c'est la mobilité des employés, mais surtout des spectateurs. Donc là, c'est un grand enjeu en lien avec les collectivités territoriales. Il y a d'autres enjeux sur le CVC, chauffage, ventilation, climatisation, des choses très techniques, très précises, qui seront sans aucun doute dans une V2, V3, V4 de cette formation CNC, notamment en lien avec la DRC. Je out aussi la CST avec qui on va travailler concrètement ces questions-là pour pouvoir apporter aux exploitants, notamment de la petite et moyenne exploitation, des ressources et des outils et des éclairages sur comment, alors sans faire de jeu de mots, d'éclairage sur l'éclairage peut-être, sur comment faire des économies d'énergie, qui sont aussi des économies économiques, comment on peut faire des économies sur la ventilation, sur l'automatisation aussi de certaines choses qui permettent d'être vertueux sur ces questions. Donc ça, on en parle là, on va en parler, parce qu'il existe déjà des outils. Là aussi, je fais non pas un outing, mais un petit teasing. Vous connaissez peut-être les fiches cinéma vert que la DRC a éditées il y a maintenant quelques années, qui, sur une centaine de pages, donnent des conseils et surtout un état des lieux des dispositifs, des ressources et des outils qu'on peut avoir. Il y a une V2 de ce document-là qui va paraître, on est en avril, il va paraître en avril, à la fin de ce mois-ci, beaucoup plus complet, mis à jour, actualisé, avec ce qu'on sait aujourd'hui de l'état de la situation liée à la transition écologique et de comment on peut agir, nous, de notre côté, en tant qu'exploitants, en tant qu'accompagnants de l'exploitation, sur ces sujets-là. Donc je vous invite à aller consulter ça, ça sera assez complet. Et un peu technique aussi, sur des questions très techno, mais qui peuvent justement éclairer les débats. Ça, c'est forcément lié, on parlait de la mobilité, ça me semble, je vous disais, 80 à 90%, vous le savez tous, vous le constatez, avec ces questions de trajet motorisé de vos spectateurs, ou de nos spectateurs pour aller en salle. Le cinéma de proximité, on est d'accord, qu'il soit en centre-ville, dans le centre des villages, les centres-bourgs, généralement, par rapport à un autre modèle d'exploitation qui est plutôt lié au trajet routier, qui est lié aux périphéries des grandes villes, eh bien là, il y a tout à jouer sur ce côté vertueux là aujourd'hui. Et de pouvoir appuyer sur cet axe-là, sur cette qualité premium qui est là, et de pouvoir la développer. Et au-delà de ça, il faut pouvoir être en lien avec la collectivité, parce que c'est elle qui va provoquer, qui va faire l'aménagement urbain en coordination avec vous. Ce qu'on vous propose aussi, et là l'idée c'est pas de vous donner des outils ou une caisse magique pour savoir comment travailler, mais ce qu'on vous propose aussi, c'est d'être à vos côtés dans cette interaction avec les élus, avec les collectivités territoriales, qu'elles soient les communes, les communautés de communes, les départements ou les régions. On vous propose dans les prochains mois, prochaines années, d'être beaucoup plus, on l'est déjà avec les études conseils de la DRC, mais d'être à vos côtés pour pouvoir initier ces discussions-là avec les collectivités. Je parle des questions de mobilité, ça peut être les questions d'organisation, de covoiturage à l'échelle de la commune ou de la communauté de communes. Ça peut être comment on développe du transport en commun adapté, plus ou moins dans la mesure du possible, avec les séances des salles pour pouvoir éviter
des choses qui ne correspondent pas entre la consommation et l'offre de transport en commun. Et puis cette histoire de covoiturage à l'échelle départementale. Vous savez qu'il existe aujourd'hui des solutions qui sont développées par certains. L'idée, c'est de pouvoir faire un audit de ces solutions-là et de pouvoir avancer pour les perfectionner, qu'elles soient vraiment prises en main par tous et toutes. Donc voilà, cette question collectivité, vous le savez, les communes, les municipalités, c'est le premier étage de la fusée quand vous avez un travail de modernisation, d'extension, voire de création de salles de cinéma. Il y a un gros travail de conviction et de pédagogie à faire pour être concrètement entendu et pour pouvoir monter le meilleur dossier en lien avec le plan d'urbanisme, en lien avec le plan économique et social d'une ville. Donc là aussi, ce travail de pédagogie, on veut le faire concrètement avec tout le monde. Ça veut dire aussi des axes de pédagogie, de sensibilisation, de formation auprès des élus et des collectivités. Et ça, c'est un élément, on va parler beaucoup, je pense, à un moment de formation. Je pense que c'est aussi un enjeu qu'on peut collectivement travailler, cette question de la formation et de la pédagogie auprès des élus pour le bien-être, pour la bonne activité de nos salles de cinéma. Alors, je rebondis, je vois Luc qui lève la main, mais j'allais évidemment parler de la séance que vous organisez mercredi prochain à Ramonville, en direction des élus. Alors, quelque part, c'est aussi une réponse à la question de Jean-Pierre sur les toutes petites salles. C'est-à-dire que on voit bien que ces salles qui font moins de 5000 entrées aujourd'hui, on pourrait les qualifier, je me tourne vers Jean-Baptiste, mais presque hors marché, c'est-à-dire que on va pas chercher une rentabilité économique, on peut pas se payer un salarié, c'est souvent des dispositifs très mixtes, soit de mise à disposition de la salle par la collectivité, et on voit le lien qu'il y a dans ces salles-là entre, d'une part, la collectivité et d'autre part, soit une association, des bénévoles, des acteurs un peu informels. Cette réunion du 9 avril, elle a vocation justement à établir un échange avec les élus. On se rend compte que ces élus connaissent finalement assez mal l'économie du cinéma, d'une part. Ils connaissent mal les moyens d'aider leur salle. Certains voient encore des fois la salle comme quelque chose qui doit vivre par lui-même. Sans aide. Je l'ai vécu récemment, la notion d'aide de la collectivité vers la salle de cinéma, ça leur paraissait complètement fou, alors qu'il y a d'autres des exemples à l'envers où on voit des centaines de milliers d'euros de soutien de la salle de cinéma. Peut-être quand même pour finir là-dessus sur cette notion de maillage de territoire et aujourd'hui d'existence de subsistance de ces micro-salles, je crois qu'il faut aussi rappeler l'importance du travail qui est fait par chacun des programmateurs sur arriver à proposer à ces salles-là le bon film dans un délai raisonnable et finalement de maintenir. On sait bien qu'il n'y aura pas d'enjeu économique, mais je trouve que c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à maintenir une activité, cette fameuse petite lumière là dans le village, et qui est ultra importante. Pardon, peut-être, Jean, pas pour finir. Oui, il y a cette question économique. Oui, et la formation des élus, c'est importante, mais on est à 1 an des élections municipales, on est à 2 ans des élections présidentielles. Je ne sais pas si vous entendez comme moi la petite musique de la désolidarisation de la question culturelle chez les hommes et les femmes politiques. Même de se dire la culture, c'est pour les autres, c'est trop élitiste, ça coûte cher. Revenons à des choses plus terre-à-terre, revenons à des choses plus pragmatiques. Si on forme les élus, c'est bien, mais quels élus on va avoir demain? Je suis assez inquiet, moi, quand je vois ce qui se passe dans les pays autour de nous, et même dans dans le plus grand pays du monde, de cet obscurantisme, de cette pensée réactionnaire qui arrive. Je ne pense pas que ces partis radicaux qui, peut-être, arriveront au pouvoir, vont continuer à soutenir des économies comme la nôtre, alors particulièrement dans des salles de proximité qui font un travail si petit qu'ils peuvent être qualifiés d'hors marché. Alors, je me dis qu'il y a peut-être un travail politique à faire. Et en tout cas, une vraie défense de notre modèle,
Parce que notre modèle économique et notre modèle culturel, si ce n'est pas nos salles, nous, salles de proximité qui le faisons, d'autres vont s'en charger. Et là, il y a un vrai risque de disparition. Oui, je me permets juste de vous préciser que pour la journée du 9 à Ramonville, elle est à l'attention des élus, mais aussi des exploitants, et que vous êtes des bienvenus. Les inscriptions sont encore ouvertes, je vous engage vraiment. C'est un enjeu, et je rejoins bien sûr Guillaume sur son interpellation, avec le sentiment que moi j'ai que certains élus de partis, on va dire réactionnaires, ont très bien, pour l'instant en tout cas, saisi eux les enjeux, et se mobilise un petit peu, j'ai l'impression, sur les questions de programmation aussi. Voilà, bon, ça c'est un danger potentiel immédiat. Mais en tout cas, les inscriptions sont toujours ouvertes pour la journée du 9 avril. Et je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à le faire circuler auprès de votre élu et de venir avec lui. Merci. Je crois qu'il y a encore 2 réactions et après je crois qu'on passera au dernier sujet. Malheureusement, il y en avait beaucoup d'autres à aborder, mais le temps passe. Oui, je reprends la parole pour rebondir sur plusieurs choses. Par rapport à ce qu'a dit Stéphanie et Osiel, moi je trouve assez formidable qu'une salle coincée entre plusieurs multiplex, et il va y en avoir d'autres, fait 30 000 en mono-écran. Et en fait, ou 40, excusez-moi. Donc nous, en ce qui concerne Aucanville, il y a une dégradation de l'image de la salle de cinéma. C'est-à-dire que même si on a modernisé le hall, on entend dans les couloirs dire « moi je vais à l'Utopia ou je vais à Kinépolis dans un vrai cinéma ». Donc en fait, on a une dégradation de notre image et ça fait extrêmement mal. Autre chose par rapport à ce que disait Raphaël de Sète, c'est vrai que moi, j'ai eu le plaisir d'accompagner Reda Kateb au VO Muret pour une avant-première. Et rendez-vous était pris, en tout cas dans l'euphorie de ce moment, pour un débat, en tout cas une présence de Reda Kateb en visio. Puisqu'on sait très bien que c'est compliqué de venir après ça, il faut prendre le bus, le TER, le truc comme ça, parce qu'il n'y a pas d'avion et pas d'hélicoptère. Et donc du coup, c'est compliqué. Donc effectivement, à l'instar du hip-hop, nous, on s'est dit, mais oui, on a mis en place les systèmes pour qu'on puisse faire des visios facilement. On l'a fait avec Mathias Mleclouz, on a fait une avant-première avec plus de 100 personnes. Ensuite, au moment de l'exploitation, première séance 19, deuxième 31, troisième 39, et on a fini à 62. Donc en fait, il y a un vrai impact de la présence, même si elle est virtuelle, d'un invité. Reda Kateb, rendez-vous était pris, enfin voilà, sur l'euphorie entre deux verres, etc. Et puis avec la personne qui représentait Universal, pour Pressac, en visio. Plus de nouvelles après. Plus de nouvelles. C'est-à-dire, en fait, même en visio, on n'a plus eu un contact pour avoir un rendez-vous possible en visio avec Reda Kateb. C'est pas difficile quand même de consacrer demi-heure ou 1 heure de son temps de Paris en visio. Surtout qu'on envoie le mail, etc. On fait le lien, etc. Donc ça, c'est, je trouve, dommageable parce que nous, on met les moyens. Et Dieu sait si l'édition des programmes, enfin, tout ce que l'on peut faire, l'affichage, où on parcourt des kilomètres dans la campagne pour pouvoir mettre des informations, n'est pas récompensé par cette attitude un petit peu, si vous voulez, désinvolte dans ce cas-là. Je m'excuse de le dire. Oui, oui, c'est ça. Geneviève Birman de Ramonville, justement. Juste une petite précision, Ramonville est à la sortie de Toulouse et sur la ligne de métro, la ligne B du métro, donc très accessible, même à pied. Merci pour cette précision. Oui, je voulais encore qu'on aborde quand même le sujet de la formation, justement, parce c'est un sujet qui tourne un peu, mais on n'a pas encore vraiment abordé.
pour toutes ces animations que vous mettez en place, pour tout ce travail de fourmi que vous faites au quotidien pour l'accueil du public. Il y a un vrai sujet de formation. On avait parlé, Jean, notamment la nécessité de bien identifier les besoins en formation qui ont évolué. On sait bien qu'aujourd'hui, on est moins sur des questions techniques de projection, que le personnel est polyvalent, je crois que c'est un mot assez important, mais qu'il y a des besoins de monter en compétences sur l'animation, sur la communication, sur l'accueil, qu'il y a des soucis de recrutement aussi à l'heure actuelle. Et ça, tout ça, je pense que voilà, c'est des sujets qui sont importants. Et aussi la formation des bénévoles, parce que beaucoup de salles fonctionnent avec des bénévoles qui ne bénéficient pas toujours du socle commun de compétences minimum dont ils auraient besoin et qui sont en demande aussi de ce point de vue-là. Donc voilà, je trouve que c'est un sujet qui était important à aborder et sur lequel vous pourrez bien sûr réagir. Nos métiers ont radicalement changé, hein, on l'a dit tout à l'heure, alors depuis le passage au numérique, clairement. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a eu la disparition un peu des filières de formation classiques. On a dans la salle un paquet d'exploitants qui ont passé 1 an quasiment, ou voire plus, à se former sur le métier de l'exploitation. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Alors, je parle pour nous, hein, on est beaucoup sur de la formation sur le tas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la relation avec vous, avec les distributeurs, dans la relation avec le public, dans la relation avec les différents interlocuteurs du cinéma, les choses ont changé. C'est pas on n'est plus sur le même professionnalisme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut repartir, je ne vais pas apporter de solution, est-ce qu'il faut repartir sur des cycles longs? Est-ce qu'il faut partir sur des formations plus thématiques? Vous avez organisé vous-même des formations, justement, on parlait de la formation hier sur l'écologie, il y a des formations sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles manières de communiquer. Encore une fois, on sent qu'il y a ces besoins, je crois qu'il va falloir les préciser. Il faut refaire, merci pour tout le travail que tu as fait de présentation en relistant ce qu'est aujourd'hui un cinéma de proximité et comment on vient justement se former pour garantir que l'ensemble des choses que tu as listées là, mais qu'on puisse les assurer, comment on fait pour assurer un accueil de qualité, comment on fait pour assurer une prestation technique de qualité. Aujourd'hui, on sent que ce n'est pas toujours le cas. Je me tourne vers la technique, le nombre de fois où il s'arrache les cheveux en disant mais ça, la personne dans le cinéma devrait savoir le faire. Et non, il ne sait pas le faire. Voilà, c'est des choses qui ont changé. La question de la formation, elle va aussi au-delà. Elle va dans le faire vivre sa salle dans son environnement. Là, je ne parle pas d'écologie, je parle bien dans son environnement social et la relation avec les élus. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas inné. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses qu'il faut savoir. Et si on n'a pas été formé là-dessus, on ne peut pas l'inventer. Peut-être, de mon point de vue, après le dernier point sur ça, c'est le financement. C'est comment on vient financer cette formation. Est-ce que ça passe par des fonds extérieurs? On a aujourd'hui des OPCO, alors je ne sais jamais la signification de l'OPCO, mais en tout cas les organismes paritaires qui nous permettent de venir financer une part. Est-ce que c'est suffisant? Comment on fait quand on a du personnel qui est en place? Est-ce qu'il faut venir le remplacer? Est-ce qu'il faut venir... est-ce que ça se fait? Est-ce que sa formation, elle se fait sur le temps au-delà de son temps de travail? Voilà, c'est plein de questions. C'est un sujet qu'on va aborder cet après-midi au syndicat. J'en profite pour faire la pub du syndicat. Et voilà, donc c'est vaste sujet. C'est un sujet d'avenir pour la salle. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle sur ce sujet? Oui. Raphaël. Alors, il s'avère que la Fédération nationale des cinémas français a engagé un travail de fond sur les enjeux de formation. Alors, ce n'est pas la formation qui les intéresse, c'est que depuis en fait 15 ans, il n'y a pas eu de référencement, de re-référencement en fait, des métiers dans l'exploitation cinématographique. C'est pour ça qu'on n'est pas attractif, parce qu'en fait, on n'a pas de fiche de poste. En fait. Enfin, on en a, mais il faut les créer. Et il s'avère qu'ils ont demandé donc à l'AFDAS, qui est notre OPCO de référence quand on est dans la Convention collective de l'exploitation cinématographique, l'AFDAS est en train de réaliser une cartographie des métiers actuellement. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai mis le pied dans la porte de la commission des questions sociales à la Fédération nationale pour faire entendre
la spécificité en fait, des salles de cinéma indépendantes de proximité. Donc les 1500 établissements appartenant à la petite exploitation, les 1500 donc sur les 2200 établissements, donc 75% des salles de France. Et je me suis rendu compte avec effroi qu'en fait, il n'y avait aucun représentant de nos salles dans cette commission. J'ai donc passé un entretien d'1 heure et demie cette semaine avec l'AFDAS, à qui j'ai donc appris plein de choses que la grande exploitation, avec laquelle elle avait passé beaucoup de temps, ne lui avait jamais porté à connaissance. La polyvalence, la polycompétence, voilà. Pour être très clair, il n'y a plus de personnel technique en fait dans la grande exploitation, ou très peu. Il n'y a plus d'agents de caisse, puisqu'en fait c'est robotisé. Et donc le soir, à partir de 19h dans les établissements-là, il y a des SIAP, des référents pour le bâtiment, de la sécurité, et il y a des systèmes support en fait dans tous les groupes. Donc en fait, nos métiers, nos familles de métiers, la direction avec les RH, le social, la paye, la programmation, l'animation, les personnels techniques où il y a quand même un référent dans chacune de nos équipes, les gens qui sont dédiés à l'animation, à la médiation, à construire des projets, à parler avec d'autres personnes, en fait tout ça n'apparaît pas. Et donc tout l'enjeu c'est que dans la cartographie des métiers que l'AFDAS va poser, eh ben, nos métiers, nos spécificités d'exploitation soient portées à la connaissance de tous. Après ça va correspondre en fait, il va y avoir un deuxième filtre, c'est est-ce que les gens sont compétents sur ces familles de métiers, sur ces métiers-là? Et s'ils ne sont pas compétents, est-ce qu'il y a des offres de formation qui existent? Et s'il n'y a pas d'offres de formation qui existent, quelles sont les structures qui peuvent les porter? Voilà, c'est ce cheminement-là en fait, qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et là, il appartiendra aux syndicats, aux associations territoriales ou aux regroupements de prestataires, en gros, de couvrir ces besoins-là. Mais vous vous rappelez que voilà, l'enjeu de la formation, c'est un enjeu qui est très important. Je pense on a un problème de compétences. Et le problème de compétences, il vient d'abord auprès des titulaires de cartes d'exploitants. J'en veux pour preuve la très moyenne mobilisation de nos comptes de soutien. 90% des comptes de soutien de nos exploitations petites sont à 90% positifs, c'est-à-dire qu'en fait, on ne rembourse pas, donc on n'a pas de projet. Alors je résume à grands traits, mais ça veut dire ça. Et donc, moi je travaille aussi avec le CNC pour que, dans le cadre de la TSA et de la notice de toutes les dépenses qui peuvent être éligibles à vos comptes de soutien, je ne sais pas si vous l'avez lu cette notice, on vous la renverra. Il y a toute la liste en fait de ce que vous pouvez faire prendre en charge par la TSA. Vos programmes papier. Non. Si. Non. Si. On te les a refusés quand moi on me les a accordés. Donc en fait, non mais on en a parlé. Donc en fait, le sujet c'est que la notice, en fait, je suis en train de faire très rapidement, je suis en train de faire des propositions pour qu'elles deviennent lisibles, pour qu'effectivement les gestionnaires de comptes comprennent la même chose que nous, et que du coup, en fait, on puisse. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'essaie de tenter, enfin ce que je tente, c'est que la formation soit prise en compte sur nos comptes de soutien si on en a besoin, en complément des OPCO. D'abord, on va voir l'AFDAS, on envoie le devis, et le reste à charge. Parce qu'à un moment donné, on envoie 2 personnes, ou 3 personnes, ou 4, ou toute l'équipe, ça puisse être pris en compte en fait, par le compte de soutien. Et dans ce compte de soutien-là, on puisse faire aussi des formations pour nous sur c'est quoi le modèle économique qu'on a, de faire des petits diagnostics locaux d'accompagnement, ce qu'on appelle les DLA. C'est quoi notre projet dans la salle? C'est quoi notre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? Est-ce qu'on a des fiches de poste? Est-ce qu'on a des entretiens individuels? Est-ce qu'on a tout ça? Et c'est ces petits sujets en fait, de formation, si on les rend éligibles au compte de soutien, ça permettra, avec la cartographie des métiers qui va arriver en même temps, qu'à un moment donné, on puisse se revoir sur des sujets très précis. On fera du transfert de savoir-faire, on le fera en visio ou sur des petits... Voilà, on le fera à l'échelle d'un département, des fois à l'échelle d'une région, des fois sur des grands routes comme ça, parce que ça le nécessitera. Mais c'est tout ce travail-là, en fait, qu'il faut mettre en place. Merci. Excellente initiative, effectivement. Ouais, merci. Je voudrais aussi rajouter qu'il y a effectivement tout ce chantier qui va prendre un peu de temps. Et d'ici là, pour tous les cinémas associatifs qui ont beaucoup de bénévoles, il y a cette question aussi de la professionnalisation des bénévoles, mais aussi du financement des formations pour ces bénévoles. Et je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit sur le compte engagement citoyen, le CEC, qui est un compte sur lequel vous pouvez venir enregistrer, si vous êtes bénévole ou si vous avez des bénévoles, vous pouvez venir enregistrer des heures de bénévolat qui vont se transformer en argent. Et au bout d'un an, vous pouvez aller jusqu'à 240 € de cumulé pour pouvoir financer une ou plusieurs formations pour vos bénévoles. Je pense que ce n'est pas très connu et il faut vraiment s'en saisir. C'est de l'argent qui dort.
alors que les bénévoles dorment pas. Donc voilà, saisissez-vous de cette initiative. C'est vraiment important de le faire avant le 30 juin. Il faut valider vos heures de 2024 avant le 30 juin 2025 et pareil l'année prochaine et l'année suivante. Merci, c'est super intéressant à savoir, effectivement. Est-ce qu'il y a encore... Oui. Bonjour à tous, Antoine de Partenay. Moi, je remarque un vrai déficit de formation pour des jeunes qui voudraient devenir projectionnistes aujourd'hui. Il n'y a plus de CAP de projectionniste. On est en train de penser que, enfin, pendant longtemps, on a pensé qu'il n'y avait plus besoin de techniciens, qu'il fallait juste cliquer. On se rend compte qu'on a vraiment besoin de réels techniciens dans les salles. Dès qu'on a un problème technique, voilà, il faut vraiment quelqu'un qui soit compétent. Et aujourd'hui, il y a vraiment un déficit de formation. Il n'y a plus de formation. Voilà, pour le faire. Donc moi, je forme des jeunes en leur faisant passer de l'équipier de première intervention pour qu'ils puissent être au moins en salle avec le public, H0, B0 en habilitation électrique pour pouvoir intervenir, mais il n'y a rien vraiment sur la projection, alors que c'est hyper technique. Surtout avec des unipop, des visios, des locations, du jeu vidéo, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on ne sait pas vers qui se tourner pour faire des formations. Il n'y a plus de formation. Voilà. Il semblerait qu'il y ait eu l'équivalent d'un certificat de qualification professionnelle dans cette idée-là qui a été mis en place, voilà. Mais il n'y a pas de centre de formation. Ou alors, il faut me le donner. Bonjour, Christine Lehu, avec une casquette organisme de formation. Donc je réponds à Antoine. La FED avait mis en place effectivement 2 niveaux de certification, 2 CCP, niveau 1 pour des débutants et niveau 2 professionnels. Donc on a réalisé le niveau 1, une première session d'un niveau 1, on avait fait de la com, on avait eu un stand au congrès des exploitants, on a eu de la com là-dessus. Et là, on est en train de mettre en place, normalement, si tout va bien, un niveau 2 pour des techniciens avancés. Et la Fédération nationale des cinémas avait envoyé un mail à toutes les salles, à tous les adhérents de la Fédé, pour leur faire part de ces formations. Oui, mais on n'a pas croulé non plus sous les candidatures pour une première session. Mais ce n'est pas l'UFOLIM, c'est la Ligue de l'enseignement. On a eu sur... Et c'était Elisabeth notre relais à l'époque. Et elle nous a envoyé du monde. Elle nous a envoyé du monde, Elisabeth. Voilà, mais donc, c'est des formations qui existent, quoi, voilà. Mais le souci, c'est que c'est des formations qui sont plutôt chères parce que la Fédé a la Commission nationale paritaire emploi-formation, pas la Fédé, attention, a des exigences au niveau des techniques de matériel qu'il faut voir. Donc en fait, on ne peut pas former sur un seul matériel. Par exemple, on est obligé de balayer sur plein d'installateurs, donc ce qui est logique, puisqu'il ne faut pas qu'on fasse de prosélytisme. Et c'est des formations qui durent 21 à 23 jours. Donc souvent, c'est ça qui bloque aussi pour les employeurs d'envoyer des gens assez longtemps là-dessus. Dans le cadre d'employeurs qui enverraient, mais pour un jeune qui devrait... Alors, et mon souci à moi, c'est qu'effectivement, voilà, j'aimerais rouvrir ces formations à des jeunes demandeurs d'emploi pour une raison toute simple, c'est renouveler aussi les personnes et ouvrir, parce qu'on fait quand même un peu du entre-nous et qu'au bout d'un moment, il faut aussi des idées nouvelles et pas toujours former que des salariés, il faut aussi former des demandeurs d'emploi. Mais ça, au niveau de la Fédé, ça bloque un peu. Donc moi, c'est vrai que j'aimerais bien relancer, puisqu'on a formé dans cette salle, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, parce que les gens vieillissent et vont à la retraite, mais il y a quand même certaines personnes qui sont passées donc, par le CAP d'opérateur projectionniste ou par la formation animateur gestionnaire projectionniste de salles de cinéma de proximité, qui existait il y a 30 ans. Donc il y a 30 ans, on prononçait déjà le mot salle de proximité. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'on arrive à refaire ça, mais le problème, ce sont les financements de Pôle emploi. Pour les jeunes qui sont... On n'a pas de financement. Les financements Pôle emploi, depuis la disparition du CAP, il n'y a plus de titres officiels qui existent. Et du coup, Pôle emploi ne finance plus. Le nerf de la guerre, c'est ça, en fait. Alors oui, c'est vrai qu'il y a aussi la formation des cinémas itinérants qu'on a mise en place, qu'on porte, nous, au titre de la Ligue de l'enseignement, mise en place par le groupe technique de Lancy, qui est une formation de 2 jours, qui est très intéressante. Mais effectivement, moi, je crois quand même, alors moi, j'ai un passé universitaire, donc c'est peut-être pour ça, mais je crois quand même à des formations un peu plus longues
que des formations de 2 jours au niveau technique, parce qu'il y a quand même un apprentissage, il y a des gestes, il y a de la répétition, il y a de l'entraînement, et voilà, et que quand on fait des sessions comme ça, par exemple, il ne faut pas se planter avec les distributeurs, il ne faut pas que l'image se fige, notamment. Enfin voilà, donc il y a quand même plein de... la technique, c'est l'entraînement. L'entraînement. Donc les formations courtes, oui, mais je pense qu'effectivement, il manque une formation longue, accessible à tout le monde et aux demandeurs d'emploi en particulier. Parce qu'effectivement, on est d'accord là-dessus. Le message est passé. Merci Christine. On va devoir conclure, je crois quand même, le maître des horloges me dit ça. Donc un grand merci à vous trois. Je voulais quand même conclure sur une petite note d'optimisme parce que bien sûr, les cinémas de proximité sont confrontés à plein d'enjeux et de difficultés, mais par toutes les initiatives et les projets que vous mettez en place aujourd'hui, vous dessinez le cinéma de proximité de demain et peut-être la salle de cinéma tout court d'ailleurs. Et je me demande si le futur de la salle de cinéma, finalement, c'est pas le cinéma de proximité. Donc bravo à vous, continuez, merci. Dans la question, pour conclure, je vous donne juste une initiative qui a été faite au cinéma L'Estran à Marennes, qui ont décidé cette année, après avoir fait un festival d'Amérique latine, la 5e édition, ont décidé de faire un jumelage entre 2 salles de cinéma, une salle l'Estran de Marennes et une salle d'Amérique latine dans une ville d'Amérique latine. Donc il y a eu un jumelage qui a été fait. Ils ont fait une visio entre les élus de la salle d'Amérique latine et Marennes. Il y a eu des échanges. Il va y avoir une programmation qui va être faite en concertation entre les 2 cinémas, des films français en Amérique latine, des films d'Argentine à l'Estran dans son festival. Donc c'est vrai que et j'ai l'impression que c'est la seule salle, il n'y a jamais eu de jumelage entre salles de cinéma. Et donc je crois que c'est une bonne initiative qui pourrait être copiée dans l'ensemble du territoire. Je voudrais vraiment remercier en premier lieu Sophie Gérieux d'avoir accepté et puis relevé brillamment le défi d'un sujet aussi vaste, et puis nos panélistes. Donc cette table ronde s'est transformée en pièces carrées et c'est super, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, et j'espère que vous avez appris plein de choses et lancé plein d'idées, parce que la créativité, elle est dans les salles de proximité, elle n'est pas dans des systèmes, dans d'autres types d'exploitation. Elle est bien chez vous, et les idées, quand elles sont bonnes, elles sont reprises ailleurs, mais elles viennent de chez vous. Donc continuez à être à la pointe. Ah. Applaudissez-vous.